Bordeaux au fil de l'eau, Bordeaux avec son fleuve, Bordeaux adossé à la Garonne, Bordeaux de toutes les couleurs. Nous allons effectivement parler de toutes ces couleurs, de toutes celles qui se sont illustrées en 2019 et en 2020. D'abord, la couleur, d'une certaine façon, de la violence, qui a été celle des Gilets jaunes, ou au moins de la contestation, une contestation où le rouge était aussi bien prégnant à Bordeaux. Les couleurs qui ont été celles du noir après le confinement avec l'affaire George Floyd, le vert bien évidemment de la mairie avec le 28 juin arrivé un maire écolo pour la première fois dans cette ville de Bordeaux. Et puis le mariné blanc qui a été légèrement perturbé ces derniers temps de toutes ces couleurs. Nous allons parler avec notre invité aujourd'hui. Il s'agit de Claude Derioren, le directeur régional de l'UNSS. Qui es-tu ? Permets-moi de te tutoyer parce qu'on se connaît par le foot. Qui es-tu, Claude Derioren ? Alors, je suis Claude Derioren, donc un Bordelais de pure souche, puisque je suis né il y a 58 ans à Bordeaux, de parents martiniquais venus faire leurs études en métropole et qui y sont restés. Donc j'ai fait toutes mes humanités à Bordeaux, collège Chevrus, qui doit parler à certains, lycée Montaigne, et ensuite la fac, l'UREPS, qui est maintenant les STAPS, pour devenir enseignant d'EPS, donc un vieux Bordelais, même si le hasard des mutations et des nominations m'a amené à Paris et à La Réunion. Tu étais donc le contraire de moi, un ancien bon élève, un brillant étudiant et quelqu'un qui a réussi par l'étude, on peut le dire ainsi. Oui, je n'avais pas trop de raison de les louper puisque je suis issu d'un couple d'enseignants, donc avec quand même quelques facilités, à la fois habitant Bordeaux, donc n'étant pas déraciné, et puis à la fois en baignant dans la culture scolastique, on va dire, qui m'a permis de réussir mes études sans avoir de difficultés autour de moi qui pouvaient m'empêcher de réussir au fur et à mesure les différents examens et les différents concours. Y a-t-il une passerelle entre le sport scolaire et le sport de haut niveau ? Alors le sport scolaire, si tu viens me chercher sur ces deux versants du sport, donc le sport scolaire, tu l'as peut-être dit dans ton approche, je suis directeur régional de l'UNSS qui était l'ASU quand toi et moi nous étions au collège. Il y a des passerelles, il y a peut-être un continuum en tout cas, il y a certainement des passerelles entre le sport scolaire et le sport civil. Le sport de haut niveau, nous essayons d'en établir de façon à pouvoir permettre à nos licenciés de vivre et de participer à des événements de haut niveau dont on parlera peut-être tout à l'heure. Voilà. Par exemple un sport-études. Alors un sport-études, c'est un dispositif de l'éducation nationale qui effectivement cible. Alors l'appellation sport-études n'existe plus, on parle de section sportive, on parle de pôle. Donc il y a notamment au lycée de Talence de nombreux pôles qui sont des pôles régionaux, Espoir ou des pôles France. Donc effectivement ce sont des élèves qui sont en âge d'être collégiens ou lycéens et qui eux sont dans les filières d'accès au haut niveau. Alors parlons justement de ce lien qu'il peut y avoir entre l'UNSS et les grosses manifestations sportives à Bordeaux. Je sais que tes élèves étaient présents lors de l'Euro 2016 et je ne doute pas un instant, parce que tu seras encore en poste, qu'en 2023 ils le seront lors de la Coupe du Monde de rugby que Bordeaux va accueillir, voire les Jeux Olympiques, puisqu'il y aura le tournoi de football qui se déroulera à Bordeaux. Alors sur ces événements passés et sur ces événements futurs, quel a été ton rôle et quel sera-t-il ? Alors ça a commencé relativement tôt, puisque dès 2007, je suis arrivé à ce poste-là en tant que directeur régional en 2006, et dès 2007, à la faveur de la Coupe du Monde de rugby qui s'était faite en France et à Bordeaux, le sport scolaire est sollicité, soit pour initier plus d'élèves au sport en question, donc en l'occurrence là c'était le rugby, soit proposer à des élèves licenciés à l'UNSS, collégiens ou lycéens, de participer à l'événement de différentes façons, cérémonie d'ouverture, création artistique ou sportive autour de l'événement. Je me rappelle qu'en 2007 on avait fait un bel événement sur le miroir d'eau qui mêlait gestuelle du rugby et danse, et quelques années plus tard, oui effectivement, 250 collégiens ont fait toutes les cérémonies d'ouverture de l'Euro 2016 à Bordeaux, sur les demi-finales du top 14 également, il y a 2-3 ans me semble-t-il, sur les finales de la Coupe de la Ligue avec la Ligue professionnelle de football, et à venir certainement, il y a fort à parier
que nous serons à nouveau donc sollicités pour participer d'une quelconque façon, mais aux animations culturelles et sportives des gros événements à venir, les JO, la Coupe du Monde de rugby, effectivement. Donc il vaut mieux te connaître si on veut entrer gratos dans les travées girondines ou assister à des matchs de la future Coupe du Monde de rugby, si j'ai bien compris. Alors non, c'est parce que je ne peux pas me permettre de faire jouer mes connaissances, mon réseau. Par contre, je me fais fort justement de renforcer ce réseau dans la meilleure acception du terme réseau, c'est-à-dire être un facilitateur et permettre aux élèves, aux scolaires de vivre ces grands événements pour dire j'y étais, pour rapprocher le sport scolaire du sport civil et des grands événements, et pourquoi pas susciter des vocations pour être dans l'événementiel, pour être dans le management, pour être dans tout ce qui tourne autour de l'événement sportif. Alors nous reviendrons tout à l'heure évidemment sur l'actualité brûlante des Girondins. C'est un club qui te tient à cœur parce que, indépendamment du fait que tu es directeur régional de l'UNSS, tu as été tout proche du monde professionnel à un moment donné, à la fin des années 70 me semble-t-il, et tu étais carrément au centre de formation des Girondins me semble-t-il. Alors d'une part tout ça c'est une autre vie, c'est une autre vie, c'est une belle expérience. Ça fait partie de mon histoire, hein. En tant que, comme je dis, vieux bordelais. Je suis en fait issu à la fois du football, du volley, puisque j'ai joué également au JSA, et toute ma construction elle s'est faite, et ma culture associative vient de patronage, les Coqs Rouges, mon premier club, les JSA, avec un mentor qui a été Jean-Luc David, qui doit parler aux sportifs bordelais, et puis effectivement d'avoir flirté avec le foot de haut niveau, avec ce centre de formation des Girondins qui m'a permis de découvrir tout un tas de choses, tout un tas de personnes, de découvrir la géographie et de découvrir aussi ce qu'étaient les arcanes du fonctionnement d'un club qui a bien évolué depuis, hein. Mais effectivement j'ai connu les Girondins et je connais encore les Girondins. Alors tu parles de flirter, attention, aujourd'hui c'est la journée du baiser, alors ne flirtons pas trop, hein, on va essayer de l'éviter. Avec le coude. Et nous allons flirter avec quelque chose qui bien évidemment va te tenir à cœur pour cette première thématique. Il s'agit de l'antiracisme et du passé esclavagiste de Bordeaux. Des chiffres qui parlent et un auteur qui doit aussi te parler, Éric Saugera, qui a été un des premiers en 1995 à établir ce lien entre Bordeaux et le port négrier. De 1672 à 1837, il y a eu 150 000 esclaves qui ont été acheminés vers les Antilles, et tu es d'origine antillaise. Mais ces bateaux étaient affrétés par des négociants bordelais. Alors c'est effectivement une tâche sur la cité, une tâche qui a longtemps été niée avant qu'elle ne soit mise en valeur par Éric Saugera. Quelle est ta vision des choses par rapport à ce passé négrier, et que penses-tu de la repentance également? Alors ce passé négrier, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, bien sûr, puisqu'il a existé. Il a existé, c'est quelque chose que Bordeaux a tardé à admettre, ou en tout cas à intégrer dans son histoire, et à le mettre en avant à nouveau dans son histoire contemporaine. Une ville comme Nantes, par exemple, l'a beaucoup plus accepté et l'a beaucoup plus mise en avant dans la ville. On voit quand on va à Nantes, effectivement, qu'elle ne refuse pas ce passé. Pour la repentance, c'est un sujet délicat. Lorsqu'on voit tous les symboles aujourd'hui qui sont débaptiser les rues ou faire tomber les statues, moi je ne suis pas forcément pour, parce que si on nie les symboles et qu'on les fait disparaître, on fait disparaître aussi une partie de l'histoire au lieu de l'expliquer. C'est-à-dire que si, comme pour beaucoup de choses, il faut faire preuve de pédagogie. Donc on ne peut pas donner ou livrer les choses de façon brute, c'est-à-dire une statue, elle existe, elle est brute, il y a un nom, et sans explication à côté, on risque de passer autour de tout ce qui fait le pourquoi de la présence de cette statue ou le pourquoi du nom de cette rue. Dire que cette rue, cette avenue, ce cours, c'est relatif à l'histoire de Bordeaux, et bien mentionner que cette personne a été un armateur, a participé aussi au développement économique de Bordeaux, mais a aussi des travers, ou quelque chose qui pourrait être considéré comme des travers, l'esclavage en est un sûr, mais de dire aux gens, voilà,
qui est cette personne et voilà, à vous de vous faire cette idée. Mais faire disparaître les symboles ou les images, je ne suis pas forcément pour. Parce que l'esclavage, qui existe depuis la nuit des temps, tous les peuples en ont esclavagisé d'autres. Voilà. À commencer par les Africains eux-mêmes. À commencer par les Africains eux-mêmes, oui. Il faut le dire. Alors, on a beaucoup parlé bien sûr de la question noire ces derniers temps avec l'affaire George Floyd, le 25 mai 2020, un policier blanc, Derek Chauvin, visiblement plutôt d'extrême droite, qui tabasse George Floyd. C'est des choses qui arrivent communément aux États-Unis, mais ce jour-là, George Floyd décède. Et sans les réseaux sociaux, je crois qu'on n'aurait jamais entendu parler de cette bavure, qui est une bavure parmi d'autres. La France, ce ne sont pas les États-Unis, et Bordeaux est une ville justement dans ce domaine de l'intégration sociale et raciale qui est plutôt en pointe, me semble-t-il, aujourd'hui tout au moins. Qu'en penses-tu? Merci les réseaux sociaux, la puissance des réseaux sociaux, en partie, hein, puisqu'ils ont des travers. Hein, un des travers, oui, pas dans ce cas, mais c'est aussi l'immédiateté. C'est-à-dire qu'on sait tout de suite ce qui s'est passé, mais ça génère aussi des réactions spontanées et qui ne laissent pas forcément le temps de l'analyse. Donc, bien différencier quand même la société américaine de la société française, qui ne sont pas du tout les mêmes sociétés. La société américaine est née, s'est bâtie sur la violence. La société américaine est une société armée. La société américaine est une société très clivée. Ségrégée encore? Pas plus officiellement, bien sûr. Plus officiellement, mais oui, je pense aussi. En tout cas, dans certains États ou de certains territoires. New York, pour moi, ce n'est pas les États-Unis, c'est une ville cosmopolite, bigarrée. Pour notre pays, la France, il y a des territoires qui sont très inquiétants, des départements qui sont très inquiétants, où de par l'urbanisme. Et Bordeaux alors, puisque nous parlons essentiellement de Bordeaux. Bordeaux n'est pas la Seine-Saint-Denis, évidemment. Est-ce qu'il y a des situations, selon toi, de ségrégation à Bordeaux? Il peut y avoir des situations, il y a surtout des situations de mimétisme. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, les médias, sans les critiquer, font qu'on importe à certains moments des façons de dire, de parler, d'agir, positives mais aussi négatives. On s'habille comme, on fait comme, on réagit comme. Et je suis assez inquiet à certains moments des communautarismes et aussi de lieux où des populations, au lieu qu'on leur permette de se mélanger parmi les Bordelais, par exemple, mais non, on cantonne ces populations dans des territoires qui, par manque de moyens de transport, quoique maintenant, donc c'est quelque chose d'assez dense à Bordeaux, mais par manque d'infrastructures, on aurait peut-être tendance à reproduire ou à renforcer de la distanciation, alors pour le coup, de la distanciation en termes d'accès à la culture, d'accès à des infrastructures, à tout ce que tu veux, et qui rendent complexe effectivement l'intégration possible individuelle et collective. Le métissage est-il une chance? Tu es originaire des Antilles, de la Martinique, je crois, et évidemment nous sommes devant une société qui est très métissée. Black is beautiful, le métissage is beautiful, qu'est-ce que tu peux en dire? Le métissage, oui, bien sûr, j'en suis le fruit, peut-être pas mes parents directs, mais avant. Moi, ce qui prime pour moi, c'est à la fois l'éducation et la culture. Donc on peut être métisse, c'est pas une donnée en soi, c'est pas une valeur en soi. Ça n'a pas de couleur de peau. Ça n'a pas de couleur, oui, n'a pas de couleur de peau, si ce n'est qu'on lui confère un certain charme peut-être, mais c'est l'éducation et la culture. Comprendre la société dans laquelle on vit, en avoir les codes, c'est la seule chance, c'est le départ pour pouvoir s'en sortir. Alors on va changer de couleur, Claude, si tu le veux bien. On a longtemps insisté sur le noir et c'est bien normal, mais on ne peut pas rester insensible à ce qui s'est passé le 28 juin dernier, un petit peu à la surprise générale. La ville de Bordeaux, qui était un véritable bastion de la droite depuis 1947, cette ville de Bordeaux virait au vert. Et à 21 h, on savait que Pierre Urmic avait un point d'avance sur Nicolas Florian.
Forcément, tu es quelqu'un qui connaît pratiquement tous les élus, qui côtoie toutes les tendances politiques. Alors je ne vais surtout pas te demander de prendre position par rapport à ce changement de municipalité, mais la première question que je vais te poser, est-ce que cela t'a surpris? J'ai connu Chaban. Je me souviens de Jacques Chaban-Delmas lorsque j'allais, ma mère m'emmenait au Grand Théâtre voir les opérettes avec José Todaro, Marcel Merquès et Paulette Merval. Chaban me faisait un petit, me passait la main dans les cheveux. J'ai connu Alain Juppé, j'ai connu, enfin j'ai vu tous ces maires, et Malin est celui qui aurait pu dire éventuellement qu'il y aurait ce basculement historique, mais il y a peut-être des signes peut-être sociologiques. Mais il y a un paradoxe quand même, parce que le bilan d'Alain Juppé est très positif. Nicolas Florian était évidemment le successeur et donc pouvait s'appuyer sur ce bilan, et au moment où la ville est en pleine expansion, c'est à ce moment-là qu'elle change de majorité. C'est très surprenant quand même. C'est surprenant, mais la société aujourd'hui est complexe. Elle est complexe. Je parlais de l'évolution peut-être de la sociologie de Bordeaux avec peut-être des Parisiens qui ont importé à Bordeaux leur boboïtude. Il y a quelques années, Darwin naissait avec un lieu où infuse pas mal d'idées. Peut-être la jeunesse d'aujourd'hui qui, à force d'entendre parler par certains de leurs aînés de cette dimension écologique, éco-responsable, que ce soit dans l'économie, dans l'environnement et dans tout ce qui relève du sociétal, peut-être qu'il y avait là aussi des germes de changement. Je ne sais pas si l'alliance, je ne fais pas une analyse politique, je laisserai ça plutôt à mon ami Jean Petot de Sciences Po de s'exprimer là-dessus, mais est-ce que l'alliance telle qu'elle a été soudainement concoctée n'a pas un peu démobilisé le faible électorat? Je ne sais pas. Le bilan d'Alain Juppé, c'est sûr que Bordeaux s'est réveillé. Mais Bordeaux a peut-être plus besoin de verdir. L'avenir nous le dira. Je ne sais pas comment sur le terrain ça va s'actualiser, les mises en œuvre. Mais en tout cas, c'est une réelle surprise. Et les nouveaux acteurs seront jugés sur pièce, parce que je crois qu'ils sont attendus au tournant. On s'aperçoit qu'un combat n'est jamais perdu, parce que Pierre Verbeek a fait preuve d'une obstination extraordinaire. Il s'était présenté, je crois, 3 reprises. Oui, ça fait 25 ans. 4e tentative. C'est un avocat. Alors je sais qu'il a beaucoup été raillé. C'est Philippe Poutou qui parlait du cateau basque, tu le sais, mais le cateau basque, finalement, il a montré beaucoup d'opiniâtreté. Je me trouvais à quelques mètres de lui au moment de son élection, et il y avait une espèce de jubilation exceptionnelle, on peut le comprendre. Penses-tu que c'est l'homme de la situation qui va peut-être amener Bordeaux vers des horizons qu'on n'imaginait pas? Bon, déjà, hommage à la ville de Saint-Palais, qui doit être fière de l'enfant du pays. L'homme de la situation, on ne peut pas savoir. En tout cas, c'est l'homme que les Bordelais ont choisi dans un processus démocratique. Et donc ça, c'est à respecter. J'espère qu'il y aura cette intelligence collective qui fera que même si les gens n'adhèrent pas, en tout cas, n'ont pas les mêmes idées, il y aura cette volonté de construire ensemble. Bon, il y a quand même des points de clivage, ça c'est sûr, sur l'économie, sur les partenariats public-privé, sur les Girondins, sur tout un tas d'initiatives en cours qui vont peut-être être stoppées, ralenties, réorientées. Il y a quand même du talent et de l'intelligence dans la liste, mais tout comme il y en avait beaucoup aussi dans la liste et dans la précédente majorité, je connais beaucoup de personnes et j'espère que cette intelligence collective sera au service de Bordeaux, parce que tous ces gens-là sont foncièrement amoureux de notre ville. Et pour l'UNSS, ça ne change strictement rien, parce qu'elle n'a pas de couleur politique a priori. Ah, le sport scolaire n'a pas de présence politique, mais le législateur, dans les orientations qu'il donne au sport scolaire,
puisqu'à un moment il a été roboratif, il a été militaire, il a été à la faveur de la déroute des JO l'année m'échappe, mais il fallait que le sport scolaire participe aussi à l'émergence de champions. En tout cas... 2012 ? C'est le dossier de Paris, tu fais allusion à ça? Non, bien avant. La défaite, la grosse défaite qui a fait que le général de Gaulle a mis, je ne sais plus quel ministre, à la tête du sport scolaire. En tout cas, pour la ville de Bordeaux, je peux affirmer et réaffirmer que tous les élus précédents, et je rends hommage ici à Ariel Piazza, ont toujours soutenu le sport scolaire dans la mise à disposition d'installations, dans des subventions qui ont été données, et j'espère qu'il en sera de même pour que le sport scolaire joue sa carte et continue à permettre à la jeunesse de vivre un sport autrement, un sport éducatif et au final au service de la cité. Bordeaux de toutes les couleurs, on a parlé du noir, on vient de parler du vert. Et s'il y a bien une couleur qui normalement est traditionnelle à Bordeaux, c'est le rouge pour le vin. Mais c'était rouge de colère qu'était la ville de Bordeaux pendant plusieurs semaines, d'abord avec les Gilets jaunes, bien évidemment, c'était en 2019 essentiellement, même si le mouvement a commencé fin 2018 me semble-t-il, avec beaucoup de violence, et cette violence qui s'est poursuivie avec la contestation du régime des retraites qui avait été lancé par Emmanuel Macron. Surprenant quand même que cette ville de Bordeaux ait été en pointe de la contestation, ce n'était pas une ville qui était réputée pour cela pendant très longtemps. Très surprenant cette violence qui s'est invitée, cette radicalité dans l'expression contestataire. Très surprenant. Je ne suis pas sûr que les éléments les plus violents soient issus de Bordeaux. Je pense que maintenant, de la même façon que les réseaux sociaux font exploser les barrières et le temps, je pense que les moyens de déplacement et de communication aussi font qu'il est très facile pour certains de se déplacer et de venir semer plus de troubles. Qu'on ne peut l'accepter dans divers théâtres, et Bordeaux a été un de ces théâtres. Il n'empêche qu'il y a une véritable colère et une véritable expression qui s'est exprimée sur la problématique des retraites. Alors c'est un vaste sujet, on vit plus longtemps. Que veut dire 60 ans, 62 ans, l'âge pivot, est-ce que c'est une donnée en soi? Je ne sais pas. Est-ce que... je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, tu parlais de cette violence. Elle a été radicale, surprise. Et les réseaux sociaux aussi ont quelque part... Amplifié. À la fois amplifié et font en sorte que les réactions que peut avoir le législateur ou la force publique, on se demande où elle peut se situer, parce que si je lève le bras ou la matraque ou je ne sais quoi, que je suis aussi susceptible d'être accusé de surviolence par rapport à la réponse que je dois apporter. Donc c'est très, très complexe. On n'entre pas dans l'intention du tout de faire de politique. Non, pas du tout. Dans cette interview, mais quand même, est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, les Gilets jaunes ont provoqué le départ anticipé d'Alain Juppé? C'est difficile à dire. Serait-il parti s'il n'y avait pas eu ce phénomène qui durait depuis plusieurs semaines? Alors Alain Juppé ou le maire, bon certes il a des pouvoirs de police, mais l'ordre, ce n'est pas à la ville de remettre en ordre, hein. C'est à la police nationale. Je pense que dans cette société de plus en plus complexe, dans laquelle les amalgames se font très très souvent, il y a peut-être eu, de la part effectivement de la contestation, elle a peut-être reporté cette colère effectivement sur le maire en place, sur les édiles en place, en se disant, parce que souvent il est demandé au maire de régler tous les problèmes, comme il est demandé parfois à l'État de régler tous les problèmes, et peut-être qu'il y a eu cette identification qui a porté préjudice aussi à son successeur, puisqu'il était son digne héritier.
Alors, quoi qu'on en dise, je pense quand même que cette contestation sociale a montré qu'il existait deux Girondes. La Gironde riche qui gagne, incarnée par Bordeaux, mais il y a aussi une Gironde oubliée, la Gironde du Blayais, la Gironde du Médoc, et peut-être que cette contestation a mis en exergue qu'il existait deux mondes, personnifiés d'ailleurs par la candidature de Philippe Poutou, qui fait quand même 11% au premier tour, et qui fait quand même un chiffre plus que respectable au deuxième. C'était totalement inenvisageable il y a 30 ou 40 ans à Bordeaux. On peut le dire. Que veux-tu que je t'en dise? Oh, rien, que c'est simplement un peu surprenant et que le paysage politique est en train de changer totalement dans la ville, quoi. En gros, le paysage politique et la voix, l'expression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les expressions et toutes les formes d'expression, je ne sais pas si elles sont acceptables, mais elles sont acceptées. En tout cas, tout le monde a voix au chapitre. Quand on voit la liberté de Philippe Poutou d'interpeller sur un plateau il y a ne serait-ce que 2 ans dans le cadre de la vie présidentielle et d'interpeller de façon assez virulente Marine Le Pen, me semble-t-il, ou même François Fillon de mémoire, on peut se dire que les médias, la télé, les réseaux sociaux servent de caisse de résonance et que personne, en tout cas, ne peut avoir l'excuse de ne pas être au courant parce qu'on peut aller chercher l'information et on peut se faire son idée. Après, les moyens d'expression et d'exprimer ses idées, surtout quand on est dans l'opposition et dans la contestation, il y a peut-être quelque chose à redire, mais il y a certainement des moyens d'expression à réinventer parce que cette violence est juste insupportable, mais elle est là. Elle est là. Alors, une violence bien différente dont nous allons parler pour terminer cette interview, c'est évidemment ce conflit larvé qui existe entre les supporters et le président Longuepée, un conflit dans lequel le maire... Donc tu parles des Girondins là j'ai parlé, oui, je parle bien des Girondins, et bien sûr, un conflit dans lequel, je crois, Pierre Urmic est venu s'immiscer il y a peu en demandant lui-même le départ de Frédéric Longuepée. Est-ce bien le rôle de Pierre Urmic que de demander cela, a priori? Alors, je crois qu'on est toujours aussi au niveau de l'éducation et de la pédagogie. Quand je dis ça, c'est que je pense qu'il est grand temps que le grand public intègre que le sport de haut niveau et le sport professionnel n'a absolument rien à voir avec le sport amateur et le sport pour tous. On est dans un contexte de performance, de rentabilité, d'investissement, de retour sur investissement et de création de richesses pour continuer à faire, pour permettre à ce système de perdurer. Donc, je crois que nos amis supporters, j'en fais partie, et je suis comme toi et comme beaucoup de Bordelais de Girondins, nous souffrons de la situation actuelle. Il faut, si les Girondins et si le projet sportif avait abouti, donc les Girondins avaient été performants, personne n'aurait rien dit. Y compris sur le management du club, personne n'aurait rien dit. Est-ce que les Girondins ont suffisamment fait preuve de pédagogie dans l'explication du projet? Est-ce que les supporters savent, je ne me mets pas à leur place parce que je ne fais pas partie du groupe de supporters, enfin du groupe visé, hein, je crois que c'est Bordeaux, les Marines, enfin les Ultramarines, je crois. Est-ce qu'ils savent, ils ont la culture sportive et de ce que Florian Brunet, pour ne point le citer. Voilà, mais je ne le connais pas, hein, donc je ne peux pas m'exprimer sur cette personne-là. Mais un club pro, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui investit, qui doit rendre des comptes à ses partenaires, à ses sponsors. Et c'est très compliqué. Mais tout ça, ça arrive dans enfin ça se situe dans une séquence qui est plutôt négative sur les Girondins, une séquence sportive qui est négative, une séquence économique qui est négative, une séquence comment dire, sociétale qui est négative avec, je pense, les gilets jaunes, cette couleur rouge dont tu as fait partie, tout ça. Alors c'est pas la faute à pas de chance, hein. C'est surtout qu'on est dans une période où rien n'est simple et que je pense que c'était aussi un pari. Peut-être que ça allait marcher. Manque de peau, ça ne marche pas.
Donc ça ne marche pas, et comment on sort de cette crise? Parce que finalement c'est une crise qui existe depuis pratiquement un an, pratiquement depuis le début, hein, depuis que King Street a repris le club en main. On ne peut pas dire franchement que l'alliage ait bien fonctionné. Comment on sort de cette crise? Quel est le risque? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de rétrogradation, puisque s'il y a le déficit avéré de 50 à 60 millions, on voit mal King Street réinvestir une telle somme pour relancer le club. Y a-t-il des repreneurs, hein? On parlait du groupe Fievé, mais avec quel argent? Il faudrait amener quand même beaucoup de millions, et pour l'instant il y a bien des incertitudes dans ce projet Girondins de Bordeaux, jusqu'au logo qu'on va faire évoluer en zappant l'appellation Girondins de Bordeaux pour ne laisser que la ville de Bordeaux. C'est assez symbolique d'ailleurs ce logo, hein, soit dit en passant. C'est symbolique, je crois savoir qu'il a évolué hein, au fil du temps. Bordeaux est une marque. On est toujours sur une tension tradition, modernité, innovation. Alors c'est pas que je sois embêté pour répondre, mais la solution, bien sûr je ne l'ai pas. Hein, je ne suis pas au club, je ne suis pas dans les supporters. Je suis un témoin qui souffre, qui aime son club. Le dialogue, l'explication, peut-être une remise à plat à certains moments. Si tu avais 100 millions, pardon ? Si tu avais 100 millions, et que tu pouvais les investir, que tu te retrouvais à la tête de ce club, quelles seraient tes premières décisions pour lancer le match? C'est sympa comme question. Ce club, comme beaucoup, je l'aime. Il se trouve qu'en plus, je suis de la génération de certains qui y ont travaillé et avec de grosses responsabilités. J'étais en classe avec certains. Il y a des choses... Alors, tu parlais de pédagogie. Je parlais de pédagogie. Est-ce que tu ne remettrais pas de la pédagogie justement dans le jeu? Alors dans le jeu, mais je ne suis pas non plus un sportif, un entraîneur de haut niveau, mais par contre la pédagogie, je la ferai peut-être aussi au niveau des joueurs, où je leur dirais, parce que c'est un club qui a toujours été familial. Quand on va au Hayan, on y rentre, c'est pas Fort Knox, hein, on peut y rentrer, on peut être proche des joueurs. Par contre, je pense qu'il n'y a jamais eu, je ne sais pas de la part d'un président, d'un coach, me semble-t-il, c'est une impression, d'un staff, une main ferme qui puisse dire vous êtes à Bordeaux, vous êtes dans un club dans lequel il fait bon vivre, vous êtes dans une ville dans laquelle il fait bon vivre, dans une région dans laquelle il fait bon vivre, avec un public qui peut être là, notamment les supporters qui sont toujours là. Mouiller le maillot et arrêter de la jouer facile et vous la couler douce. Le football, ça se joue aussi avec les tripes, ça se joue aussi avec un cadre de jeu, et ça c'est la responsabilité du staff technique. Je crois que Bordeaux a peut-être vécu ces dernières années les joueurs dans une espèce de cocon qui était en soi, et peut-être que ce cocon, il aurait fallu peut-être changer la matière pour que les gens les joueurs se sentent plus concernés. Frédéric Tonguépé vient d'appeler à l'instant, il semblerait que ce soit toi le prochain entraîneur. Paulo Sousa vient de partir, Claude de Rioren, voilà tes nouvelles fonctions, dans 15 jours, tu les acceptes, bien évidemment. Non. Non, parce que j'ai pas la prétention, comme je te l'ai dit, je ne suis pas. J'ai un modeste brevet d'État premier degré de football. Il y a des gens, bien sûr. La question ne se pose même pas. Par contre, il y a une task force à monter. Il y a une task force à monter ou à remonter, avec un projet, mais qui engage tout le monde, y compris la ville, dans la limite de ce que doit être une municipalité, hein, parce qu'une municipalité, l'argent public, hein, la solidarité municipale, elle n'est pas faite pour payer des joueurs, mais participer à un projet et faire en sorte que le club joue son rôle, sa part de service public qu'il a à jouer, oui. Mais c'est un projet, et je ne doute pas à la fois que l'ancien maire et que le nouveau maire avaient cette volonté. Il faut arriver à capter les bonnes personnes au bon moment et reconstruire tout ça, parce que
parce que c'est dommage, Bordeaux ne peut pas ne pas avoir une ville, et les Girondins de Bordeaux, cette marque, ce club historique qui soit placé dans une autre partie du tableau que là où il est actuellement. Bien, ce kaléidoscope de couleurs est terminé désormais. On aura abordé Bordeaux de toutes les couleurs. C'est une ville, bien sûr, à laquelle nous sommes très attachés, toi et moi. On a essayé de le montrer pendant cette interview. Qu'est-ce que tu vas faire de tes vacances, Claude? Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Ça me rappelle une chanson, ça. Pour les vacances, mais la famille de Guadeloupe et de Paris vient, et de Martinique aussi. Donc elle sera bordelaise. Elles seront bordelaises, girondines, aquitaines et néo-aquitaines. Il y a tellement de choses à découvrir, redécouvrir et à faire profiter. Donc je serai ici, et en espérant être dans les tribunes du premier match des Girondins avec une victoire qui donnerait du baume au cœur. Il me reste à te remercier, Claude, d'avoir abordé toutes ces facettes de Bordeaux, toutes ces couleurs, avec tous leurs contrastes. Et quel plaisir nous avions à te recevoir sur ce carrelet en bordure de Garonne, en parlant d'une ville qui nous tient à cœur, d'une ville qui est en pleine effervescence, une ville qui est en pleine mutation, une ville qui va briller, je l'espère, de mille feux dans les années à venir, et avec un football qui reprendra ses droits au mois de septembre. Et je suis convaincu qu'on te retrouvera dans les travées du Matmut avec une actualité qui ne sera plus celle des faits divers, mais véritablement du football. Merci Claude de Rioren d'avoir été notre invité. Bonne soirée, merci de ta spontanéité, de cet entretien vérité que nous avons eu un énorme plaisir à faire avec toi. Salut à toi, bonne soirée. Je te remercie.